Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Des dizaines de personnes tuées par des hommes armés au Mali. La scène s'est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi dans le village d'Ogon de Sobankou. Comment lutter contre le déboisement et ses effets néfastes sur l'environnement? En Côte d'Ivoire, un jeune entrepreneur a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice. Nous en parlons dans ce journal. Un accord a été trouvé entre les États-Unis et le Mexique sur la gestion des flux migratoires. Le Mexique évite ainsi l'entrée en vigueur prévue ce lundi d'une nouvelle taxe imposée par Bonsoir. L'ombre de la mort a encore plané sur le Mali. Pas moins de 95 habitants du village d'Ogon de Sobankou, dans le centre du pays, ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi par des hommes armés, selon des sources locales et sécuritaires. Ces bilans pourraient s'alourdir, estime sous couvert d'anonymat un élu de la commune de Koundou, dans le cercle de Koro, où se situe ce village de près de 300 habitants. Selon les civils, ce sont des hommes armés qui sont venus tirer, piller et brûler. On se souvient encore du massacre le 23 mars à Ogosagou, près de la frontière burkinabé, de quelques 160 villageois Peul par des membres présumés de groupes de chasseurs d'Ogon. Les accrochages entre ethnies rivales liées aux actions des djihadistes se sont également propagés au Burkina Faso et au Niger voisin. Et pour parler de cette actualité, accueillons sur ce plateau Idriss Fall. Vous êtes rédacteur en chef à VO Afrique. Idriss, merci d'être venu et bonsoir. Bonsoir John. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Que vous disent vos sources? À Sobané, hier soir, il y a des hommes armés non identifiés. Beaucoup d'entre eux sont arrivés en moto ou en pick-up. Ils ont encerclé un hameau, le hameau de Sobané, qui se trouve dans la commune de Sanga. Et on a parlé même aujourd'hui avec le maire qui était absolument remonté contre ceux qui ont fait ça. Le bilan, c'est 95 personnes ont été tuées dans des conditions absolument horribles. Certaines qui essaient de fuir, on les a liquidées dans leur chambre. Et finalement, un de mes collègues a pu se rendre sur place, Omar Guindo, qui est basé à Bandiagara, et ce qu'il me décrivait, qu'il a vu une chambre où 32 personnes ont été assassinées et d'autres brûlées, donc il ne reste rien de ce hameau. Il y a quelques survivants, d'après les témoignages qu'il a pu recueillir sur place. Idriss, qu'est-ce qui explique cette montée des affrontements interethniques dans le centre du Mali? En fait, que les gens sachent que la région du centre du Mali, il y a des Dogons, il y a des Peuls, il y a des Bambara. Mais cette dernière période, depuis 2012, il y a un chef djihadiste qui s'appelle Amadou Koufa, qui est Peul. Et que Amadou Koufa, lui, il attaque sans distinction. Que ce soit les musulmans et les chrétiens. Maintenant, il y a aussi des milices dans le centre du Mali. L'État a laissé faire des milices, c'est-à-dire des milices d'autodéfense. Ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, par exemple, dans les populations d'Ogon et Bambara, les gens désignent du doigt une certaine ethnie, disant qu'ils se font plus ou moins les complices des attaques djihadistes du groupe de Amadou Koufa, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et le massacre de Ogosagou, on a désigné du doigt les chasseurs traditionnels d'Ogon, qu'on appelle les Dozo, mais jusqu'au moment où je parle, il n'y a jamais eu d'arrestation. 160 personnes qui ont été tuées dans des conditions abominables. Donc, est-ce que c'est la conséquence de cela? On ne sait pas.
On a l'impression que c'est un problème qui est un peu au-dessus des efforts du Mali. Que peut la communauté internationale dans ce contexte? La communauté internationale, l'ONU a déjà réagi aujourd'hui en disant qu'il faut des enquêtes. Amnesty International dit qu'il faut des enquêtes. Le Mali lui-même, on se rappelle, Soumaïlou Boubèye Maïga, l'ancien Premier ministre, il a perdu son boulot après l'attaque de Ogosagou. Il y a la force Barkhane, il y a le G5 Sahel, il y a l'armée malienne, il y a la MINUSMA. Tout le monde est là et on n'empêche pas que ces massacres continuent. Donc la communauté internationale a bon dos. On peut parler pendant que les gens continuent de tuer et brûler des êtres civils innocents, quoi. Idriss Fall, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à VOA Afrique. Dans le même registre, l'augmentation spectaculaire du nombre et de l'intensité des attaques entre éleveurs, peuls et agriculteurs au cours des dernières années au Nigeria est devenue de plus en plus préoccupante. Les États les plus touchés par ces affrontements sont Benue, Taraba et l'État du Plateau. Les violences ont fait beaucoup de morts et de déplacés. Notre correspondant au Nigeria, Milimano Gilbert Tamba, vient d'effectuer une visite dans l'État de Benue. Voici son reportage. Benue, considéré comme le grenier du Nigeria, est l'État le plus affecté par les conflits entre éleveurs et Fulani agriculteurs Tiv. Dans cette zone, les violences intercommunautaires se sont exacerbées ces 2 dernières années, malgré l'adoption d'une loi interdisant la transhumance. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées et des milliers d'autres chassés de leur village vivent dans les camps de déplacés installés par les autorités locales. Une nuit, on a entendu des coups de feu sporadiques vers 23 h. Les gens couraient de gauche à droite. Donc, moi, j'ai quitté mon village avec ma famille. D'ailleurs, je ne savais même pas la direction que ma femme avait prise avec mes enfants. C'est seulement le lendemain que j'ai pu les rencontrer dans une communauté voisine. Les attaques se produisent souvent lorsque le bétail s'égare sur les terres agricoles et détruit les produits des agriculteurs. Les deux parties s'accusent mutuellement. Nous avons observé 3 choses dans cette crise. D'abord, ils l'ont politisée. Deuxième chose, les jeunes considèrent cette crise comme une source de revenus. Ensuite, la réalité est aussi qu'il y a des criminels dans les 2 groupes qui s'affrontent. Ces violences ont instauré un climat de méfiance et de colère dans l'état de Benue et la police et les autres agences de sécurité ont donc envisagé une autre approche pour tenter de trouver une solution à la crise. À ce niveau, nous avons adopté une méthode qui implique tout le monde et à tous les niveaux afin de permettre le retour d'une paix durable. Les populations chassées de leur village souhaitent retourner à la maison pour reprendre une vie normale. Milimono Gilbert Tamba à Benue au centre du Nigeria, VOA Afrique. De la violence, on en parle également au Burkina Faso où une nouvelle attaque contre la localité d'Arbinda dans le nord du pays, frontalier du Mali, a fait au moins 19 morts dimanche soir. Cette commune avait déjà été ciblée début avril lors d'attaques djihadistes suivies d'affrontements intercommunautaires, lesquels avaient fait au total 62 morts. L'attaque d'hier est intervenue en pleine journée entre 15 h et 17 h heure locale. Et selon une source sécuritaire, 3 véhicules avaient été interceptés puis incendiés dimanche matin à Arbinda et un chauffeur avait été tué par des hommes armés. Une réunion de crise était en cours ce lundi pour faire le point exact de la situation selon l'élu local. La vie a timidement repris son cours ce lundi à Khartoum, au 2e jour d'un mouvement de désobéissance civile contre les généraux au pouvoir et selon le comité des médecins, 4 personnes ont été tuées dimanche, 2 à Khartoum et 2 autres à Omdurman, la ville jumelle de la capitale. Le conseil militaire au pouvoir avait annoncé dimanche soir le déploiement des renforts dans la capitale pour un retour à la vie normale. Ce lundi, de nombreux magasins, stations-service et quelques banques privées sont restés ouvertes à Khartoum. Des bus plus publics ont également circulé dans la capitale, avec plus de voitures et de passants que les jours précédents.
La déforestation est un problème majeur dans le monde. La perte des forêts a des effets néfastes sur l'environnement, comme le dérèglement des saisons et bien d'autres. En Côte d'Ivoire, certains acteurs se sont engagés à combattre le déboisement, notamment Marc-Anthelme Quadieux, fondateur de IDEF, une organisation de jeunes, ainsi que de la société forestière Sodefort. Ce reportage de l'agence GAP est relaté ici par Gabi Dorsey. Marc-Anthelme Quadieux a fondé IDEF pour mobiliser les jeunes dans la lutte contre la déforestation. Nous sommes des jeunes volontaires qui ont décidé de s'engager sur les questions, sur les problématiques liées à la forêt, à l'environnement et les problèmes fonciers récurrents. Également la mauvaise gouvernance des ressources naturelles et la pauvreté généralisée au niveau des communautés. Le gouvernement ivoirien a sélectionné un nombre de forêts qu'il a placées sous la protection de Sodefort, l'organe chargé de la protection des forêts contre les braconniers et autres individus. Malheureusement, les forêts classées aujourd'hui sont beaucoup infiltrées. Nous avons d'abord le problème du braconnage, nous avons le problème du sciage à façon, nous avons le problème aussi des cultures de cacao et de caféiers. Nous avons aussi le problème qui est beaucoup, qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui, c'est l'orpaillage clandestin. Pour être plus efficace dans sa mission de protéger les forêts, Sodefort a lancé un programme de surveillance qui utilise des drones. On a fait l'expérience dans la forêt classée de Cavali, où avant, il fallait mener des patrouilles pédestres de plusieurs heures, alors que maintenant, avec le drone, nous avons des précisions exactes sur les zones à patrouiller et nous avons aussi des précisions exactes sur les zones atteintes de déforestation. L'utilisation des drones s'est révélée un atout majeur dans la lutte contre le déboisement en Côte d'Ivoire. Grâce aux données recueillies, Sodefort est mieux équipé pour accomplir sa mission. Les présidents américains Donald Trump et mexicain Andrés Manuel López Obrador vantent un accord visant à réduire le flux de migrants à la frontière américano-mexicaine. Pendant ce temps, les législateurs républicains expriment leur soulagement. Face à cet accord, les démocrates contestent les revendications d'une éventuelle victoire du président. Irénée Herman Ombo. Tout le monde est ravi du nouvel accord avec le Mexique, a se réjoui sur Twitter le président Donald Trump qui renchérit. Il va maintenant y avoir une grande coopération entre le Mexique et les États-Unis, quelque chose qui n'existait pas depuis des décennies. À Tijuana, son homologue mexicain López Obrador a salué la dynamique diplomatique qui a évité une guerre commerciale aux deux pays. Nous célébrons cet accord important parce que la situation était très délicate et qu'il serait difficile d'appliquer des droits de douane sur certains produits américains, des restrictions commerciales similaires à celles qui seraient imposées aux exportations mexicaines. L'accord demande au Mexique de mieux surveiller sa frontière sud avec le Guatemala et de retenir les migrants demandeurs d'asile pendant que leurs dossiers sont à l'étude aux États-Unis. Dans une déclaration, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que c'était une bonne nouvelle de savoir que les familles américaines ne seront pas touchées par la hausse de prix qui résulterait de nouveaux tarifs sur les importations en provenance du Mexique. Mitch McConnell, qui a souvent plaidé pour plus de fonds pour des opérations le long de la frontière américano-mexicaine, accuse aussi les démocrates de jouer à un jeu politique. Ces derniers estiment cependant que les actions de Trump ont aggravé la crise des migrants sans rien apporter comme valeur ajoutée à la diplomatie de la Maison-Blanche. De manière générale, le président n'a obtenu aucun résultat, sauf mettre en péril la relation commerciale la plus importante des États-Unis. Il y a 6 millions d'emplois dans ce pays qui dépendent du commerce entre les États-Unis et le Mexique. Les arrivées de migrants à la frontière américano-mexicaine dépassent les 100 000 par mois, avec un nombre record de familles et de mineurs non accompagnés. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. La protection des données en ligne, une priorité pour de plus en plus d'entreprises qui font face aux pirates. Mais problème, le manque de professionnels en cybersécurité. Dans ce journal, nous vous parlerons du nouveau challenge d'Ijeoma Ndukwe. Cette entrepreneuse nigériane a décidé d'exporter le pape, une bouillie qu'affectionne la diaspora. Et puis en sport, nous reviendrons sur la Coupe du monde féminine de football France 2019 et la participation des équipes africaines. C'est lundi et nous avons rendez-vous avec Afrotech. Arzouma Compaoré répond présent. Bonsoir Arzouma. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Alors ces derniers mois, les États-Unis se battent contre le chinois Huawei qui se bat actuellement lui aussi contre une interdiction aux États-Unis visant à limiter les achats d'équipements et à limiter sa portée mondiale. En Afrique, on en profite pour se positionner de manière stratégique afin d'adopter et implémenter le réseau 5G et l'intelligence artificielle. Le géant chinois des télécommunications a annoncé la semaine dernière un protocole d'entente de 3 ans avec l'Union africaine en vue d'améliorer les compétences techniques et coopérer sur des questions clés liées à cet accord. L'initiative formera également des jeunes aux compétences technologiques et offrira au département de l'Union un soutien en matière de cybersécurité, de santé numérique et d'éducation. Alors bien entendu, John, le timing de cet accord est crucial et stratégique pour la société basée à Shenzhen qui se trouve actuellement dans le collimateur du président des États-Unis, Donald Trump, qui a interdit aux entreprises américaines de vendre du matériel à Huawei. Une affaire qui focalise dans l'attention. Arzouma, le focus de la semaine. Tout à fait, John. Cette semaine, nous faisons un gros plan sur l'agrotechnologie ivoirienne à travers 2 compagnies. La première, Investive, utilise des drones pour capturer des images aériennes des cultures et d'autres caractéristiques des exploitations agricoles. Cela permet d'identifier les zones à problème, d'évaluer l'état de santé des cultures et les zones qui ont besoin d'accélération en termes de croissance. L'autre société, Côte d'Ivoire Drone, assemble les programmes des drones et le fait de façon locale, ce qui, selon les responsables, n'était pas possible il y a à peine 2 ans. Aujourd'hui, la société Côte d'Ivoire Drone dit être à mesure d'assembler jusqu'à 4 drones par jour lorsqu'elle a toutes les pièces à sa disposition, bien évidemment. La société œuvre en outre à promouvoir l'innovation dans l'industrie aérospatiale, bien que le manque de compétences techniques reste un défi. Alors, il faut savoir que la pratique de l'agriculture de précision ne permet pas seulement d'optimiser la croissance des cultures, elle contribue également à la préservation des ressources telles que le sol ou l'eau. Arzouma, on parle de folie d'invention. De quoi parlez-vous aujourd'hui? Comme chaque semaine, si vous étiez aux États-Unis, si vous habitez aux États-Unis, préparez-vous parce que vos livraisons de marchandises commandées en ligne sur Amazon se feront bientôt par drone. L'annonce a été faite lors du tout premier événement ReMars, organisé par Amazon à Las Vegas. Le géant de l'e-commerce y a d'ailleurs dévoilé quelques prototypes de drones entièrement électriques. Les drones peuvent voler jusqu'à une distance de 24 km et sont capables d'embarquer des paquets de 2,2 kg maximum. Selon les responsables, le drone détectera la présence du client et ne se rapprochera du sol que si la zone d'atterrissage est dégagée et sécurisée. Voilà, c'est tout pour Afrotech, mais je ne vous laisse pas tout de suite. Alors, je vais vous proposer un reportage de Sahar Majid qui nous parle de piraterie informatique aux États-Unis et comment le gouvernement américain intensifie ses efforts pour recruter la prochaine génération de professionnels de la cybersécurité. On regarde. Les guerres entre pays développés ne se limitent pas au champ de bataille. Aujourd'hui, on lance des cyberattaques pour voler des informations précieuses.
Nos adversaires savent qu'ils ne peuvent pas faire la guerre contre nous sur le champ de bataille. Ils tentent donc de nous attaquer de différentes manières. Selon le magazine Cybersecurity Ventures, il y aura 3,5 millions d'emplois non pourvus en cybersécurité dans le monde d'ici 2021. Pour combler ce manque de compétences en cybersécurité, le gouvernement américain finance des bourses d'études universitaires à travers le pays. J'ai toujours aimé l'informatique. J'avais suivi des cours d'informatique dès le baccalauréat. Et quand j'ai su que je voulais obtenir une maîtrise, je voulais quelque chose qui ait vraiment un impact. Nathalie Larsen est boursière. Elle étudie la cybersécurité à l'université Johns Hopkins et encourage davantage de femmes à poursuivre ce domaine dominé par les hommes. Selon moi, les femmes ne voient même pas la cybersécurité comme une option de carrière. Alors je crois qu'il est important que les femmes de ce domaine sortent et montrent leur visage pour dire aux autres femmes, vous pouvez en être une aussi. Nous sommes là. Seuls les citoyens américains ou les résidents permanents des États-Unis sont éligibles pour ces bourses du gouvernement fédéral. À la fin du programme, les diplômés sont censés travailler dans un organisme gouvernemental pendant une période équivalente à la durée de la bourse. Voilà, c'est tout pour Afrotech. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, rendez-vous est pris à Arzuma. Aliment de base traditionnel fait à partir de maïs ou de sorgho et largement consommé sous diverses formes en Afrique, le pap est vendu au Nigeria dans un emballage pratique et étiqueté garantissant une préparation hygiénique et donc apte à l'exportation. L'entrepreneur Ijema Ndukwe projette de servir cette bouillie à la diaspora nigériane très attachée à sa nourriture traditionnelle, bien que sa recette ne soit pas très différente de celle qui est consommée depuis des générations. Ndukwe affirme que sa bouillie est un produit plus complet. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Un ouvrier de l'usine vérifie la tendreté du maïs qui a été trempé pour devenir l'un des petits déjeuners les plus populaires du Nigeria. Ce pap local est connu sous le nom d'akamu ou ogi. Il est préparé et vendu sous forme de pâte aigre. Chez Bubba's Food, le pap, un repas traditionnel consommé depuis l'introduction du maïs sur le continent il y a des centaines d'années, sera emballé dans des récipients hermétiques pour la vente. Il y a plusieurs mères comme moi qui voulaient offrir à leurs enfants cet aliment de base, ce repas traditionnel que nous avons tous mangé en grandissant. Je pensais que je pouvais faire le pont entre le repas et les mères en offrant ainsi commodité et hygiène à ce plat de base appelé pap. Le pap peut être fabriqué à partir du mil, du maïs ou du sorgho et se déguste mieux avec un gâteau aux haricots appelé akara. Kingsley Ohizu dit que ce repas de base est copieux et abordable. Quand vous le prenez avec akara, vous en aurez peut-être pour un prix compris entre 50 et 170 naira et vous avez terminé votre journée. Vous pouvez aller dormir et il vous donne suffisamment d'énergie. Ndukwe a transformé cette céréale ordinaire qu'elle a commencé à vendre à des amis pour moins $1 en 2012. En une entreprise florissante comptant plus de 80 fournisseurs à travers le Nigeria, un pot de Bubba's pap se vend à $2,50. Ndukwe travaille également sur une option sèche destinée à l'exportation alors qu'elle teste le marché parmi la grande population de la diaspora nigériane à la recherche d'un repas traditionnel. Et Yacouba Ouedraogo nous a rejoint pour parler de sport. Yacouba, mauvaise entrée des équipes africaines à la Coupe du Monde France 2019. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, nous commençons avec le mondial de foot France 2019. Et vous le disiez, mauvais départ pour les Africaines. Les Nigérianes, championnes d'Afrique en titre, ont plié les Chines devant la Norvège 3-0. L'Afrique du Sud, pour le premier match de son histoire à la Coupe du Monde féminine, a été renversée 3-1 par l'Espagne. Le Cameroun, dernier représentant africain, joue ce soir et veut faire un mieux face au Canada. C'est la mi-temps et le score est de 1-0 depuis la 37e minute. But inscrit par Kadesha Buchanan. Le mondial féminin qui a commencé depuis vendredi dernier, vous l'avez suivi, le plus grand défi, c'est l'engouement autour de la compétition et la fréquentation des stades. On prend la température de l'avant-match d'ouverture à Paris. Dans les rues de Paris, au Parc des Princes, où le match d'ouverture a eu lieu vendredi dernier, il y a peu de publicité sur le mondial féminin. Pas la ferveur des grands jours autour des matchs de foot, mais n'empêche, certains fans ont le mondial dans leur programme. Je vais suivre ça avec attention et même j'ai pris des billets pour un match le 16 juin, Mexique-USA.
Sur les Champs-Élysées, une des rues touristiques de la capitale, c'est plutôt le tennis qui est à l'honneur, avec des drapeaux publicitaires du tournoi de Roland-Garros. Presque rien n'indiquait qu'une Coupe du Monde était sur le point de commencer, mais pas de nature à indigner certains passants. Je ne savais même pas qu'il y avait une coupe, je ne sais même pas ce que c'est, mondial des filles, je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, foot féminin. Pas étonnant puisque même dans le métro, les affiches publicitaires ne font cas que du prochain match de l'équipe masculine française contre l'Albanie en septembre. Le comité d'organisation se veut toutefois rassurant. C'est une Coupe du Monde féminine de la FIFA avec un objectif principal qui est de remplir les stades pour avoir une audience télé la plus large et de montrer que le football féminin mérite une audience très importante. Comme vous pouvez le voir, le Parc des Princes sur 7 matchs était déjà 3 fois à guichet fermé. Les plus sceptiques auront donc jusqu'au 7 juillet, jour de la finale, pour s'en convaincre. Toujours en football, la CAN en Égypte, c'est dans 11 jours et les sélections s'activent. Voyons quelques résultats de matchs amicaux joués ce week-end. Pour son premier match de préparation, la République démocratique du Congo a enregistré un nul 0-0 devant le Burkina Faso. Le Cameroun et le Ghana ont aussi joué hier. Les Lions indomptables tenants du titre se sont inclinés 2-1 face à la Zambie. Les Black Stars de leur côté ont été battus par la Namibie, score final 1-0. Le Bénin joue aujourd'hui et donc ce soir face à la Mauritanie et l'Algérie affrontent le Burundi. Parlons à présent de basketball en NBA. Toronto pourrait être sacré champion ce soir. Le Raptors dispute à domicile à 21h heure de Washington. Une temps universel, le match qui peut leur offrir leur premier titre de champion NBA face aux Golden State Warriors. La franchise canadienne mène 3 victoires à 1 pour le site spécialisé dans les sondages. 538, Golden State n'a plus que 11% de chance pour renverser une situation hautement compromise. Un joueur peut être d'un grand apport, il s'agit de Kevin Durant. Le meilleur marqueur des Warriors, 34,2 points par match de play-off, n'a plus joué depuis un mois à cause d'une blessure à un mollet. Il s'est entraîné avec le groupe hier, la première fois depuis sa blessure et pourrait fouler le plateau de Toronto ce soir. Et donc, à ne pas manquer, on en reparle demain. Merci, Yacouba. Les scientifiques en première ligne de la robotique et de l'intelligence artificielle affirment qu'ils expérimentent des systèmes robotiques qui, selon eux, donneront aux robots la possibilité d'en savoir un peu plus sur leur propre environnement. Parmi les tendances de 2019 dans le domaine de la robotique figure donc le développement de robots capables de comprendre leur environnement, non seulement à l'aide de données, mais également d'informations sensorielles proches de l'homme, telles que la vue, le toucher et la compréhension de la profondeur. Voilà, vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir.